8h37 ce matin sur RMC et BFM TV. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Philippe Corbet. Député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Comme le président de la République, comme beaucoup de personnalités, vous faites partie de cette liste de personnalités politiques françaises. Il y a aussi des avocats, des journalistes qui ont été ciblés, dont les téléphones ont été potentiellement écoutés par les services de sécurité marocains grâce à un logiciel fourni par une société israélienne. C'est la révélation d'un collectif international de journalistes auquel participent en France Le Monde et Radio France. D'abord, est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez été prévenu par les services de sécurité français que vous étiez potentiellement espionné ? Alors j'ai été informé il y a quelques jours, mais non pas par les services de l'État, par des journalistes. D'ailleurs, il faut saluer le travail du consortium de journalistes Forbidden Stories et Amnesty International. Saluer leur travail, mais aussi s'étonner en effet, du fait que ce soit par voie de presse qu'un parlementaire apprenne qu'il a été potentiellement ciblé par un service d'espionnage et que ce ne sont pas les services de l'État. D'ailleurs, le DGSI ne vous a jamais contacté ? Absolument pas. Et depuis ? Absolument pas. Toujours pas. Aucun service de l'État ne m'a contacté. Ouais. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tout cela est très grave. L'État savait-il ? On a posé la question hier à Jean Castex, c'est mon collègue Alexis Corbière qui s'en est chargé. On a une réponse très évasive qui laisse beaucoup d'interrogations en suspens. Il dit, pour résumer, que pour l'instant, il n'y a pas de confirmation et qu'en attendant, donc, il ne veut pas s'exprimer plus longuement. Il faut que les choses soient claires pour celles et ceux qui nous écoutent. De quoi parle-t-on ? On parle en effet d'une société israélienne, NSO Group, qui vend à des États et des agences gouvernementales, systématiquement avec l'aval du gouvernement israélien, une solution appelée Pegasus, qui est un logiciel espion, officiellement pour lutter contre la criminalité et contre le terrorisme. Ils ont vendu cette solution à une quarantaine d'États, souvent d'ailleurs des États peu scrupuleux en matière de violation des droits humains. Et l'enquête du consortium de journalistes a eu accès à 50 000 numéros de téléphone à travers le monde, parmi lesquels 1000 numéros de Français. On voit qu'on est bien loin de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, que des avocats, des journalistes, et des militants, Zemmour, des activistes ont été ciblés. Et parmi les 1000 noms français, il se trouve qu'il y a le nom du chef de l'État, de plusieurs ministres de l'ancien gouvernement, du Premier ministre Philippe, ce qui est inacceptable. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on est là non seulement dans une entreprise d'espionnage à grande ampleur, mais aussi d'une attaque d'État à État. Alors a priori, on veut dire que c'est la sécurité nationale du pays qui est en jeu, quand le président de la République peut avoir été écouté. Et pour préciser à ceux qui nous écoutent et nous regardent, quand on dit écouter, c'est-à-dire que le logiciel dans le téléphone aspire toutes les données, peut activer le micro, la caméra, tout, y compris les messageries sécurisées. C'est-à-dire qu'en fait, toutes vos messageries sont aspirées, toutes vos données, vos photos, vos mails, vos mots de passe. Et puis, en plus, si votre téléphone est posé sur une table sans que vous vous en aperceviez, il peut faire office de micro. On peut activer la caméra de votre smartphone. Autant dire que c'est une véritable passoire. Alors, en effet, on nous dit donc que cette société NSO Group, qui agit systématiquement avec l'aval du gouvernement israélien, a vendu cette solution à beaucoup d'États, et notamment parmi eux, on dit qu'a priori, en tout cas c'est ce que révèle l'information des journalistes, que ce serait pour le compte du Maroc, sans qu'on voit bien d'ailleurs pourquoi, que le chef de l'État, que le Premier ministre et qu'un certain nombre d'autres responsables politiques, c'est notamment mon cas, je l'ai découvert par voie de presse, seraient ciblés. Alors vous avez porté plainte, vous ? Évidemment, moi ce matin, je vous le dis, vous imaginez bien, Philippe Corbet, que à travers moi, compte tenu de mes responsabilités, c'est pas ma personne qui est visée. Il est assez peu probable, en réalité, que les services secrets d'un quelconque État s'intéressent à mes photos de famille. C'est Jean-Luc Mélenchon ? Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'à travers moi, compte tenu de mes responsabilités politiques, c'est évidemment le mouvement de la France Insoumise et tous mes contacts et toutes les communications que j'ai pu avoir, si c'est le cas, et également le groupe parlementaire. C'est pourquoi ce matin, je vous le dis, je porterai plainte, évidemment. Mais le mouvement de la France Insoumise déposera plainte également, et le groupe parlementaire. Alors justement, je vous lis le tweet posté dans la soirée par Jean-Luc Mélenchon. Je le lis. Adrien Quatennens, espionné dans ses contacts avec toute la France Insoumise par une entreprise israélienne avec accord du gouvernement d'Israël, conseillé par un ancien ambassadeur de France en Israël. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon cite 3 fois Israël et pas le Maroc ? Non, mais parce qu'on n'a encore pas de certitude sur le fait de savoir qui en effet a commandité. Puis, c'est le résultat de l'enquête des journalistes. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous savons qu'il y a, en tout cas, le consortium dit que c'est pour le compte du Maroc que nos numéros auraient été entrés dans une base de données. Et que par ailleurs, c'est effectivement systématiquement avec l'aval du gouvernement israélien que se fait la vente de ce produit, qui n'est pas vendu à n'importe qui. Donc les questions que nous avons à poser au gouvernement, elles sont plusieurs. D'abord, premièrement, l'État, les services de l'État étaient-ils au courant ? Parce que des journalistes ont pu avoir accès à l'information, est-ce que les services de renseignement français étaient au courant ? Il peut y avoir une faille des services de renseignement de la DGSI. La question mérite d'être posée. Deuxième chose, est-ce que l'État français
a lui aussi accès à ce type de logiciel ou recours Alors, à ce type de logiciel. le Le gouvernement gouvernement dit dit qu'il n'est pas en tout cas client de Ouais. NSO Group, mais si des États comme par exemple, on sait que le Mexique a utilisé ce la logiciel, Hongrie, le que Maroc, par exemple des députés au Mexique qui ont voulu instaurer une taxe sur le soda, on est loin de la lutte contre la criminalité, ont été eux aussi ciblés. Est-ce que la France dispose de cette technologie et surtout des plus importants, qu'a l'intention de faire en République le gouvernement français? marocain, par exemple, c'est des diplomates marocains. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, d'une certaine manière, engager un bras de fer diplomatique avec le Maroc? Si les éléments sont avérés, il faut non seulement exiger des explications des services qui auraient commandité ce ciblage, donc si c'est le Maroc, c'est vérifié en effet, mais aussi demander des comptes au gouvernement israélien pour le coup, qui systématiquement, et d'ailleurs qui devrait vérifier comment ses clients utilisent ce logiciel espion. Alors pour préciser, le gouvernement israélien, le ministère de la Défense israélien réfute avoir accès aux informations de cette société, mais le Washington Post, qui fait partie de cette coalition de journalistes, écrit ce matin que, en citant des sources des services de sécurité américains qui pensent que cette société israélienne partage des informations avec le gouvernement israélien. Est-ce que selon vous, finalement, vous étiez ciblé par le gouvernement israélien? Mais je ne sais pas le dire. J'ai tellement peu d'informations. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'entreprise qui fournit ce logiciel espion est une entreprise privée, un groupe privé israélien, qui n'agit qu'avec l'aval du gouvernement israélien, donc c'est pas non plus très éloigné du gouvernement, et qui a vendu cette solution à des tas d'États peu scrupuleux. Pour bien comprendre ce que vous voulez dire, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, le mouvement des Insoumis, pourrait avoir été ciblé par le gouvernement israélien via le Maroc? Mais la question mérite d'être posée. Si c'est effectivement le Maroc qui a commandité l'espionnage, si les informations sont vérifiées, pour le compte de qui et pour quoi faire? La question mérite d'être posée. On peut imaginer que certains aient sous-traité un espionnage, ça existe parfois. Donc on doit avoir toute la lumière sur ce qui s'est produit. Et maintenant, je demande au gouvernement de réagir. Hier, il est absolument incroyable qu'à l'Assemblée nationale, dans une séance de questions au gouvernement, mon collègue Alexis Corbière demande quelques réponses précises au Premier ministre Jean Castex et que celui-ci n'est pas capable de lui répondre. Il va pas non plus agiter des rumeurs devant la représentation nationale. Il dit ce qu'il peut dire à ce moment-là. Si des vérifications sont en cours, il faut qu'elles aillent au bout, non? Mais vous imaginez bien que si des journalistes ont eu accès en effet à ces numéros de téléphone et à ces noms, il est absolument impensable, ou alors c'est qu'on a un vrai problème de sécurité intérieure, que les services de renseignement français n'aient pas été au courant. Alors vous soulignez cette possible faille dans la sécurité intérieure. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un problème d'attitude? Pourquoi est-ce que le président de la République, des ministres, utilisent des téléphones, des iPhones par exemple, qui sont plus facilement piratables que des téléphones sécurisés fabriqués par Thales? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que le président de la République devrait cesser d'utiliser ses iPhones privés? On a vu qu'il a posé même pour la photo officielle avec ses iPhones. Je ne sais pas vous dire parce qu'il y a quelques réflexes en termes d'usage des smartphones, y compris, c'est le cas quand on est parlementaire, donc j'imagine qui plus est quand on est chef d'État ou ministre, on a des conseils qui nous sont prodigués sur l'utilisation, mais vous savez, ce type de logiciel peut vous infecter sans que vous vous en rendiez compte d'aucune façon. Donc ça pose vraiment la question de notre sécurité. Vous voyez, par exemple, souvent à l'Assemblée nationale, par exemple dans les lois sur le terrorisme, on discute des modalités par lesquelles vous pouvez perquisitionner, par lesquelles vous pouvez en effet accéder aux conversations par mail. Mais vous imaginez bien que tout ça, tous ces débats sont du flanc si de telles technologies sont disponibles et utilisées en usage détourné. Là, on parle quand même d'un espionnage massif. Ces révélations sont d'ampleur plus importante encore que l'affaire Snowden et les révélations d'espionnage. Évidemment, c'est d'une ampleur beaucoup plus considérable. Donc il faut non seulement qu'on crée les conditions de se protéger, moi j'attends en effet que des services de l'État me contactent. Comment se fait-il que ce soit uniquement des journalistes qui nous informent? Il faut saluer leur travail, je le redis, mais ce n'est pas normal que ce ne soit pas les services de l'État qui s'en mêlent. Et surtout, quelle réplique désormais? Adrien Quatennens, si vous allez au cinéma cet après-midi, vous devrez sortir un pass sanitaire. C'est dans quelques jours. Si vous allez au restaurant ou vous j'irai dans un autre théâtre qui s'appelle l'Assemblée nationale cet après-midi. Il n'y a pas besoin de pass sanitaire à l'Assemblée nationale? Non, pas pour l'instant en tout cas. Mais si la loi qui est en discussion, qui arrive justement en séance à l'Assemblée, est adoptée, ça sera le cas aussi dans les restaurants, les cafés, dans quelques jours. D'abord en commission cette nuit, je crois qu'ils ont fini très tard, les députés, vers 5h du matin. L'application du pass sanitaire pour les adolescents, les 12-18 ans, a été repoussée au 30 septembre. Pensez que c'est un assouplissement bienvenu déjà? Mais incontestablement, ça posait problème. Parce que le temps que les jeunes puissent se vacciner, clairement, c'était impossible d'imaginer que ça se fasse au cœur de l'été. 30 septembre, c'est plus acceptable déjà que le 30 août. Au-delà de ça, ce que je veux vous dire, Philippe Corbet, c'est que depuis 10 jours en France, depuis qu'Emmanuel Macron a pris la parole,
un style qui est finalement celui de cette monarchie présidentielle où le président de la République décide de tout seul et où le Parlement, en plus, au pas de charge, est chargé de dire oui ou non à ce que le président de la République a annoncé. Finalement, on a l'impression, oui, mais cette 5e République, pour moi, c'est une monarchie présidentielle, elle doit être abolie, c'est pour ça qu'on veut passer à la 6e République, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que finalement, la discussion sur la bonne stratégie sanitaire face au virus n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en gros, soit vous êtes d'accord avec ce que propose le gouvernement, soit vous êtes suspecté de je ne sais pas quoi. Non, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on réfléchit à ce qu'on peut faire face au virus, je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie que de diviser les Français, que de fracturer le pays dans un moment qui requiert notre unité la plus complète. Alors, prenons par exemple ce matin, Stéphane Troussel sur RMC, il le disait aussi sur BFM TV hier, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, soulignait les différences incroyables de vaccination entre les territoires dans le pays. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, vous avez des communes où il y a 3 fois moins de vaccinés qu'à Neuilly-sur-Seine, qui est un 15 km. Ça révèle des inégalités sociales dans le pays. Et lui dit par exemple, la seule solution aujourd'hui, c'est la vaccination obligatoire. On a vu que des députés socialistes et aussi quelques députés de droite amènent cette idée, posent cette idée. Est-ce que finalement, ça ne serait pas plus simple, au fond, l'égalité de tous les citoyens serait respectée, d'aller à la vaccination obligatoire? Je ne le crois pas. Pour la raison que l'Organisation mondiale de la santé elle-même, qui jusqu'à présent d'ailleurs dans cette crise n'a pas trop fait d'erreurs dans ses communications, contrairement au gouvernement qui en a fait beaucoup, dit qu'il faut plutôt convaincre que contraindre. Or, Philippe Corbet, vous imaginez bien que depuis les annonces d'Emmanuel Macron il y a 10 jours, les gens qui vont se vacciner, en tout cas beaucoup, je le vois, des jeunes y compris, c'est très bien qu'ils se vaccinent, mais ne le font pas par conviction, ils le font pour éviter simplement les contraintes liées au pass sanitaire. Et ce qui fait qu'Emmanuel Macron et son équipe n'est plus capable de convaincre et de conviction, c'est tout ce qu'on a connu depuis le début de cette crise. C'est la même équipe qui nous avait expliqué que les masques étaient inutiles ou faussement protecteurs. Il y a quelques semaines avant de faire ces déclarations, qui avait dit « Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres, les cinémas. » Qui a dit ça, Philippe Corbet? Le président de la République. C'est le président de la République lui-même. Donc si vous voulez... Oui, mais il y a le variant depuis. Mais le variant depuis. Alors d'abord, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites pour limiter la circulation du virus. Moi, je vais vous dire, la bonne stratégie, elle passe évidemment, on l'a toujours dit, la vaccination en fait partie. Mais ce n'est pas par uniquement la vaccination qu'on va y arriver. Par exemple, Philippe Corbet, on a dans quelques temps, quelques semaines, une rentrée des classes. Exactement. Qu'attend le gouvernement? Et pourquoi pas la vaccination obligatoire des enseignants, par exemple? Bon, alors écoutez, encore une fois, moi ce que je veux vous dire, c'est que je pense vraiment que sur le vaccin, on ne peut pas tout attraper dans un même filet et considérer que c'est une politique efficace. La difficulté que nous avons à l'heure qu'il est, c'est que pour le gouvernement, dans sa politique, il n'y a pas de différence entre la personne de 80 ans qui a des comorbidités et le gamin de 12 ans qui est en bonne santé. Alors justement, je crois que c'est un problème. Non mais attendez, moi je vais vous dire, je vais essayer de résumer ma pensée, sinon on ne peut pas y comprendre grand-chose. Je pense qu'on doit tendre vers 100% de vaccination pour les personnes qui sont les plus fragiles. Et la France est à la traîne. Qui sont les personnes les plus fragiles? Ce sont les plus âgés, plus de 60 ans. Comment on fait? Personnes obèses, qui n'a pas marché jusqu'à présent qu'on pourrait faire? Eh bien, il faut faire ce qu'ont fait d'autres pays, notamment l'Espagne, qui est à 100% de vaccination pour les personnes les plus âgées, où on va véritablement vers les personnes les plus concernées. C'est ce qu'essaye de faire par exemple le département de Seine-Saint-Denis, et il voit les limites de cette stratégie. Mais ça, on le fait avec des centres de proximité, on le fait avec des discussions avec les médecins, avec des médecins traitants qui appellent directement les personnes pour leur recommander. Voilà ce que je pense. Ensuite, vous dire une chose, c'est que le déremboursement, par exemple, des tests PCR pour finalement inciter les gens à se faire vacciner est une très mauvaise idée. Parce que, bien évidemment, la vaccination fait partie de la solution, mais elle n'est pas toute la solution. On sait que le vaccin est efficace pour limiter les formes graves. On sait aussi que les jeunes ont beaucoup moins de risques, proches de zéro, d'avoir des formes graves. Mais dans le même temps, on sait d'ailleurs que la vaccination permet de limiter la transmission, mais on sait aussi, Philippe Corbet, qu'elle ne l'empêche pas. Absolument. Et qu'au Royaume-Uni, par exemple, on vient d'apprendre que 40% des personnes qui sont hospitalisées à cause du Covid avaient reçu leurs 2 doses. Donc ça veut dire que la stratégie, pour tout dire, c'est pas simplement les solutions d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire ou être opposé à cela. Il faut donc continuer notamment à tester. J'alerte sur le fait que si on dérembourse les tests PCR pour pousser à la vaccination, on va se retirer une arme essentielle dans la lutte contre le virus. L'OMS disait qu'il faut tester. Parce que sinon, Philippe Corbet, ça veut dire quoi? Vous accédez au pass sanitaire par la vaccination, très bien, vous êtes entre personnes,
où la contamination est plus limitée et qui n'ont pas de risque de forme grave. Mais vous n'avez pas de certitude que le virus ne continue pas à circuler. Donc il faut pouvoir tester. Concrètement, face à la 4e vague qui va nous tomber dessus, là, est-ce que l'idée d'avoir des couvre-feux locaux vous semble insupportable ou est-ce qu'il faut s'y résoudre si c'est la seule solution dans certains territoires? Écoutez, à côté de ce que je viens de dire, ça fait depuis le mois de novembre dernier qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons proposé un plan de ce qu'on avait appelé à l'époque les alternatives au confinement. C'est-à-dire, en gros, comment on organise la société de telle sorte qu'on n'ait pas à user de ces restrictions de liberté, ces confinements, ces couvre-feux. On a proposé des choses qui, à cette heure, ne sont toujours pas faites. Philippe Corbet, je le rappelle solennellement sur votre plateau, qu'attend-on pour équiper les salles, et y compris les salles de classe? Peut-être qu'on peut anticiper. Parce qu'à chaque fois, on nous tend le micro pour dire « Que feriez-vous là tout de suite ?» alors que la situation s'est extrêmement dégradée. Donc là, nous alertons en avance, même s'il est déjà tard. Dans quelques semaines, ce sera la rentrée des classes. Qu'attend-on pour équiper toutes les salles des fameux purificateurs d'air? Ne pourrait-on pas envisager de réquisitionner des locaux pour avoir partout des demi-jauges? J'admets que les solutions que nous avons proposées avec Jean-Luc Mélenchon sont aussi contraignantes. Organiser la société par roulement, ça demande une organisation logistique. Mais en attendant, qu'attend-on? Ça ne peut pas être simplement désormais uniquement la vaccination. Pour autant, je le dis, la vaccination fait partie de la solution. Donc en quelque sorte, notre position, c'est la vaccination à juste proportion et en préférant un ciblage des personnes à risque. Par contre, je le dis, nous sommes strictement, et ça se verra à l'Assemblée nationale, opposé au pass sanitaire et à la société du contrôle généralisé à laquelle il procède. On est quand même passé d'Emmanuel Macron. Justement, s'il y avait la vaccination obligatoire, il n'y aurait pas de contrôle permanent puisque tout le monde serait en égalité devant le vaccin. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que des spécialistes, y compris ceux de l'OMS, disent l'obligation n'est pas la bonne solution? Je crois que, y compris quand il y a de la défiance, Philippe Corbet, le doute, il existe, on a le droit de douter. La liberté de conscience, elle reste totalement illimitée. En revanche, il faut en effet convaincre les gens. Et il y a des personnes, en effet, qui ont tout intérêt à se faire vacciner d'urgence, notamment les plus fragiles. Mais pour autant, je le dis, ce n'est pas la solution du pass sanitaire, de la société de contrôle généralisée dans laquelle on va tomber. Enfin, on est quand même passé, Philippe Corbet, rendez-vous compte, d'un moment où M. Macron nous dit le pass sanitaire ne sera pas étendu, à hier, sur vos plateaux, Madame Elisabeth Borne qui nous explique que sans passe sanitaire, vous pourrez avoir de contrat de travail suspendu. Enfin, mesurez un peu ce dans quoi nous sommes en train de basculer, y compris le fait que accéder à tel ou tel lieu... Ça serait en dernier recours, ça ne serait pas immédiatement, on ne perdrait pas son travail immédiatement. Vous voyez bien à quel point on est en train de glisser très rapidement. Donc encore une fois, ce qu'il nous faut, c'est une stratégie efficace pour lutter contre le virus et qu'elle soit assise sur le fait que le peuple reste uni, pas ces fractures qu'est en train de construire le président de la République, qui en plus profite de son discours pour ramener par la fenêtre les réformes des retraites, les réformes de l'assurance chômage. Non, la réforme des retraites, elle est repoussée au calendrier grec. En tout cas, elle ne se fera pas avant la fin du mandat. Et ça sera l'occasion, dans le débat présidentiel, de la campagne présidentielle, de poser, les candidats poseront leurs différentes solutions pour la retraite. Vous devrez être plutôt satisfait, on en parlera alors pendant la campagne, mais Philippe Corbet, une petite question. Si la réforme des retraites est si formidable et permet autant de justice que le dit le président de la République, alors on devrait se presser de la faire. Tout le monde devrait être très content de faire cette réforme des retraites. Vous pensez qu'il a peur de la faire? Non, je pense surtout que le président de la République a bien vu les enquêtes d'opinion, que près de 80% des Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, et a raison. En même temps, si la France vit dans un régime de crise sanitaire, de nouvelles vagues, avec peut-être des confinements ou des couvre-feux locaux, c'est pas exactement le moment de mener un débat serein sur l'avenir de la réforme des retraites. Je suis pas certain. Moi, je pense que tout ce dont on discute actuellement... qu'il le fasse à la rentrée. Non, ce que je veux dire, c'est tout ce dont on discute est politique, est éminemment politique. Et moi, je n'ai pas de difficulté à imaginer qu'on puisse avoir... mais imaginez un mouvement social sous régime de couvre-feu et de confinement, ça serait un mouvement social entravé d'une certaine manière. Non, mais ça appartient à Emmanuel Macron aussi de décider du calendrier. Vous voyez que la réforme de l'assurance chômage, par exemple, il annonce qu'il y revient au mois d'octobre. Tout ça est inacceptable. Deux choses rapidement, mais la réforme des retraites. Emmanuel Macron, vous vous souvenez, son programme, il avait dit dans son programme, c'est écrit noir sur blanc, nous ne toucherons ni à l'âge légal de départ, ni au niveau des pensions. Vous voyez, finalement, il n'a rien fait, c'est repoussé à un éventuel deuxième mandat. Mais il a quand même bien dit qu'il avait l'intention, éventuellement, de reculer l'âge de départ. Donc vous voyez, c'est aussi ça le problème qu'on a. C'est qu'on a un président de la République qui dit tout et fait le contraire. Et la réforme des retraites, cette logique selon laquelle, puisqu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, est absurde. Enfin, il faut dire les choses, Philippe Corbet. Ce sera l'objet, justement, de la campagne présidentielle. On a 150 milliards dans les fonds de réserve. On sait que, par ailleurs, si on crée de l'activité, de l'emploi et qu'on augmente un peu les salaires et les cotisations, on peut créer les conditions de financer à long terme la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon aura l'occasion d'exprimer pendant la campagne présidentielle, puisque ce ne sera pas fait avant la fin du mandat. Adrien Quatennens, merci d'avoir été ce matin sur BFM TV. Merci de m'avoir invité. 8h56.